Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, le projet de loi de finances 2023. À l'approche de la date d'ouverture ou à la veille de la date d'ouverture de la deuxième année législative du mandat actuel du gouvernement, Arnouch, c'est l'un des dossiers brûlants qui attendent l'institution législative, tout comme le gouvernement d'ailleurs, notamment dans un contexte de crise. À ce propos, dans une note intitulée « Évolution des inégalités sociales dans un contexte marqué par les effets du Covid-19 et de la hausse des prix », publiée par le Haut Commissariat au Plan, eh bien on découvre qu'un peu plus de 3 millions de personnes supplémentaires, 3 millions de Marocaines et de Marocains supplémentaires ont basculé dans la pauvreté ou dans la vulnérabilité. Cette détérioration de la situation socio-économique est due à l'effet, bien sûr, de la pandémie, conjugué à celui de la hausse des prix à la consommation. Et à l'aube de la mise en œuvre du projet d'un État social, comment l'exécutif peut-il honorer les chantiers sociaux compte tenu de la conjoncture actuelle? Quelles sont les réformes en marche et celles qui peinent à décoller? Comment garantir la durabilité de ces réformes? Quelles réponses concrètes aux défis hydriques, inflationnistes et surtout aux défis sociaux? Les enjeux de la rentrée parlementaire coïncidant avec ceux du projet de loi de finances, comment le gouvernement, à travers une conception idoine du budget, peut maintenir les équilibres macroéconomiques et la paix sociale. Quid de la réforme des retraites, de la durabilité des réformes sectorielles et du dialogue social. Bref, beaucoup de questions d'actualité que nous traiterons ce soir, Inch'Allah, en compagnie de mes experts. Bonsoir, professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur de finances publiques à l'université Mohamed V Karaba. Bienvenue. D'économie. D'économie. Voilà. Professeur d'économie, le professeur de finances publiques, il est à ma droite. J'ai inversé les titres de mes deux invités ce soir. Bonsoir, professeur Arrafi. Bonsoir. Et vous n'êtes plus à présenter, bien sûr, l'expert en finances publiques. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci de votre invitation. Alors peut-être un commentaire sur mon introduction. Pourquoi cette question? Parce que je vous ai vu acquiescer Zakaria Ferrano quand j'ai parlé de cette étude, de cette enquête du HCP sur les inégalités sociales qui se creusent. Bon, ça va de soi. Je pense que les conséquences de la Covid-19 et aussi les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui en matière inflationniste, en matière de récession qu'on est en train de voir qui s'installe dans plusieurs pays qui sont partenaires au Maroc, ça va de soi. Et en plus, les agrégats macroéconomiques ici au Maroc sont un peu alarmants, je dirais. Ils ne rejoignent pas ce que nous avons vu en 2021, qui était une année exceptionnelle de reprise par rapport à notre contexte économique. Et là, aujourd'hui, nous avons des chiffres records. Nous avons, je pense, la croissance a été revue à la baisse. Nous allons réaliser en 2022 0,8%. Nous aurons également à peu près un taux d'inflation qui peut dépasser 6%, mais je crois que c'est très minimaliste de la part de la Banque centrale pour l'année 2022. Et en plus de ça, nous avons un déficit public qui est toujours au-delà de 5%, avec un niveau d'endettement, je dirais l'endettement global de l'État qui dépasse les 90%. Et donc tous ces indicateurs-là, avec les perspectives qui restent un peu négatives, je pense que c'est légitime que le HCP dise qu'il y a 3 milliards... 90 ou 83%? Non, je parle sous contrôle, voilà, la dette globale, pas uniquement celle du Trésor. Du Trésor. Voilà, nous on raisonne par rapport à la dette globale. Voilà. Je vous laisserai la parole après pour parler de la dette, question de dette à Sila Arrafi, il est l'expert de la finance publique. En tout cas, j'ai dit que la conjoncture actuelle fait prévaloir que nous aurons ce type de conséquences en matière de pauvreté et de vulnérabilité. Sachant que le HCP, on peut être d'accord ou non par rapport à sa manière avec laquelle il calcule la pauvreté au Maroc, est-ce que c'est la pauvreté multidimensionnelle, est-ce que c'est la pauvreté monétaire, donc tout un débat. Mais le plus important, c'est que nous avons maintenant une population qui commence de devenir très fragilisée et les perspectives économiques mondiales et nationales ne sont que moroses pour ce qui va venir dans l'avenir. Il y a une incertitude par rapport à cet hiver en Europe, donc il y a une vraie tension sur l'énergie à l'international. Nous avons peur que la Chine reprend la croissance. Donc, heureusement, cette année en 2022, nous avons une croissance qui est un peu timide au niveau chinois, mais l'année prochaine, si la machine chinoise commence à carburer, il y aura encore de la tension sur la demande au niveau énergétique et ça va se répercuter de façon directe aussi sur la capacité des ménages en termes d'épargne, sur également le pouvoir d'achat et aussi sur les questions inflationnistes. Et sur les questions inflationnistes et sur aussi ce projet d'État social. Est-ce que ça risque d'impacter l'élan on attend de quelle sauce projet-là? on va nous manger. Donc, dans la marmite du gouvernement, moi je pense qu'il y a beaucoup de projets. Aujourd'hui, il y a le projet, la charte sur l'investissement.
Il faut instaurer une nouvelle règle d'investissement. Nous avons le projet sur, la loi cadre sur les impôts. Nous avons le projet social, ça veut dire le grand projet qui a été initié par Sa Majesté. Donc nous avons plusieurs projets qui sont là, avec un projet très important, c'est comment assurer la reprise. Ça veut dire qu'il faut la relance économique ou la reprise économique, il faut qu'on arrive à la réaliser. Aujourd'hui, nous avons la Banque centrale qui a levé les taux d'intérêt. On attend, est-ce que les banques vont suivre un peu cette hausse et donc ils vont entraver en quelque sorte l'investissement et le crédit et ça va se répercuter sur la croissance. Et il ne faut pas s'attendre que la conséquence soit aujourd'hui, ça sera en 2023. Parce que la plupart des gens qui entendent la Banque centrale, ils croient que la réaction c'est pour aujourd'hui. Non, c'est dans 1 an et demi, ça veut dire qu'il faut s'attendre à juin ou juillet 2023 pour voir les conséquences. Et donc pour ce que je dis, c'est que, bon, moi j'aimerais pas être à la place du gouvernement, mais le gouvernement a des problèmes internationaux, il a beaucoup de projets qui sont structurants pour l'économie marocaine et les moyens, généralement, sont très restreints. Et ils sont vraiment très, il y a tout un débat parce que maintenant, ce qui me dérange, moi, sincèrement, lorsque j'écoute que l'épargne publique ou l'épargne des ménages, il est aux alentours de 800 milliards et on n'arrive pas à relancer l'investissement, c'est un grand point d'interrogation. Beaucoup de points d'interrogation, justement, et notamment par rapport à ce qui attend ce gouvernement pour ce budget. Justement, professeur Arafi, peut-être un commentaire d'abord. Et comment se présente ce budget pour l'année 2023, compte tenu de tout ce qui a été cité par professeur Ferrano? OK. Donc, tout d'abord, je pense que le budget aujourd'hui n'est pas un document comptable. Le budget, c'est un document stratégique qui devrait retracer les politiques publiques. Il y a des concepts trop fort dans la lettre d'orientation du chef de gouvernement, dans l'expression que vous avez citée tout à l'heure, l'État social. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que c'est déjà? Oui, ça c'est une question qu'il faut poser. À ma connaissance, d'après mon background en la matière, c'est un concept trop fort. Il est porteur d'une doctrine très profonde qui remonte à Bismarck. C'est un changement total de paradigme économique et socio-économique. Oui, parce qu'il y a généralement dans la littérature, et je pense que vous vous référez à un ouvrage qui est très connu, c'est Costa Anderson qui a parlé de ce qu'on appelle welfare state. Welfare state. Donc, on a deux acceptions. Quand j'ai pris la doctrine et j'ai essayé de la calquer sur ce qu'on a lu dans les lettres orientées, j'ai trouvé qu'il y a un hiatus. Donc, il y a deux acceptions. Il y a l'acception restrictive quand on réduit l'État social à la protection sociale. Et c'est ce qu'on a vu avec Bismarck ou Jules Ferry en France. Socialisme français. Voilà, donc on réduit à la protection sociale. Mais l'exception que moi j'apprécie, que je dis que c'est une exception plus large et plus pertinente, c'est que cet État social devrait comprendre au moins 4 éléments. Et donc, lorsqu'on veut appréhender ce concept de l'État social, qui est le premier titre des orientations je pense qu'il faut le lier, d'abord, la protection sociale, bien entendu, mais aussi il y a le droit de travail, les services publics et les politiques économiques. Et c'est toute une dynamique qui est complexe. Et donc, ce n'est pas un terme sur lequel on peut qui doit passer inaperçu. Il faut, je me suis dit, quelle est la doctrine? Sur quelle théorie le gouvernement s'est basé pour dire qu'on va faire l'État social? Parce que l'État social ne signifie pas un ensemble d'allocations budgétaires qu'on inscrit dans le budget. C'est pour cela que je dis que le budget, ce n'est pas un document comptable. On va allouer... parce qu'en termes de dépenses, il y a 2 éléments qui concernent la loi de finances par rapport à l'État social. Les services publics et la protection sociale. Les questions de politique économique, que ce soit des politiques économiques conjoncturelles, politique monétaire et politique budgétaire, ou des politiques économiques structurelles. Et aussi la question de l'accès aux services publics. Et donc, on a vu, j'ai lu attentivement la lettre d'orientation de chef de gouvernement ici, mais je n'ai pas trop vu de sens par rapport à... Parce que c'est une idéologie. L'État social, c'est une idéologie. Ce n'est pas un concept qu'on peut l'utiliser d'une manière farfelue. Deuxièmement, ce budget-là, maintenant, il faut se demander quelle est la marge. On dit les marges budgétaires.
parce que dans la quadratique de la circulaire, il y a l'État social, il y a l'égalité spatiale, il y a l'investissement. Je pense que ça, c'est un thème qu'on a débattu long et large dans pas mal d'occasions. Tout à fait. Et donc, notamment avec cette charte d'investissement. Et oui, la charte d'investissement. Et puis, les marges budgétaires. Alors, comment lier l'État social avec les marges budgétaires? Alors, déjà, il y a une contradiction là-dedans. Dans marge budgétaire, ça induit peut-être des restrictions budgétaires dans certains portefeuilles. Pas forcément. Je vous dis, c'est pour cela que je dis il faut bien relire la littérature sur l'État social. C'est ça les contradictions, parce que après 2008, les États qui étaient ultralibéraux sont devenus keynésiens. Après 2008, ils sont devenus keynésiens, avec un déficit budgétaire à 2 chiffres. L'exemple le plus frappant, ce sont les États-Unis. Et donc, je renvoie à l'œuvre de Costa Anderson, parce qu'il a fait un benchmarking extraordinaire sur la notion de l'État social, pour démontrer qu'il n'y a pas un modèle unique de l'État. L'Angleterre, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, etc. Au moment où les États-Unis, qui étaient ultra-libéral à l'époque de Bush, après la crise de 2008, il est devenu purement keynésien, ultra-keynésien. Où, par exemple, l'allocation au chômage, les assurances chômage, a été quadruplée. Il était de 126 $, il est devenu apparemment 900 $, quelque chose comme ça. Et donc, là, c'est comme je me suis trouvé devant une équation mathématique sans démonstration. Et donc, lorsque vous allez me dire État social, il faut me difficifier comment vous allez le présenter, parce que dans ce cas, nous sommes dans le stratégique. On ne parle pas déjà d'un État social, mais déjà de lancer le chantier, les bases d'un État social. Est-ce qu'il y a des signaux de base d'un État social dans la note de cadrage du projet de loi de finances 2023 ? Je vous dis, moi, je demande au gouvernement, je demande à Madame la ministre des Finances qu'il vienne au Parlement un jour, il nous explique ce que ça veut dire les finances sociales au Maroc. Parce que le débat global, il est orienté, et je pense que c'est un débat erroné, on réduit les finances sociales aux dépenses qui sont inscrites dans les morasses budgétaires des départements à caractère social. Oui. Si je raisonne d'une manière fonctionnelle, pas d'une manière sectorielle ou administrative, mais je ne considère pas l'enseignement supérieur un secteur social. Je ne considère pas toutes les dépenses du ministère de l'Équipement qu'on appelle encore secteur productif, que toutes leurs dépenses ne sont pas des dépenses à caractère social. Et donc, je saisis cette occasion pour lancer un appel, parce que j'ai lu les prémices de réforme de la loi organique des finances, et j'étais désagréablement surpris que l'élément principal qu'on attend dans la réforme n'est pas intégré. Et je profite de cette occasion. Si on veut parler de l'État social, il faut réformer la manière dont on discute la loi de finances à base des ministères. Il faut la discuter à base de missions. Je vous dis un exemple. Prenons l'éducation, parce que c'est ça ce que je n'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'on veut faire des actions. Ce sont des mesures. On veut parler de l'État social, on veut parler des... on va donner plus d'argent au ministère de l'Éducation nationale, plus d'argent au ministère de la Santé. C'est des réformes à caractère social. Ce sont des allocations. Quand on parle de l'enseignement, de la santé... Je vous donne un exemple très simple. À quoi sert une école si on ne construit pas la chaussée qui ramène les enfants à l'école? À quoi sert une école s'il n'y a pas de transport? Les facteurs imputables à l'abandon scolaire au Maroc, qui a un chiffre alarmant, ne sont pas imputés au ministère de l'Éducation nationale. Absolument. Et donc, ceci nous convient, et nous avons un ministère de cohérence des politiques publiques. C'est son rôle, nous dire comment il faut raisonner en mission. Au lieu de raisonner secteur par secteur, il faut nous dire, nous avons tout recopié de la France. Est-ce qu'on sent qu'il y a justement consensus au sein même de ce gouvernement où chacun est en train de travailler en silo? Zakaria Ferrano. Je reviendrai. Peut-être professeur, oui. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Je veux dire qu'il faut rompre avec la logique de raisonner sectoriellement. Aujourd'hui, il faut raisonner fonctionnellement, comme mesure que j'invite
le ministère des Finances à réfléchir là-dessus, de ne faire sortir un nouveau décret qui nous explique la nomenclature fonctionnaire du budget, qui nous explique la nomenclature économique du budget. C'est et la Banque mondiale le dit aussi, hein. La Banque mondiale le dit. Sans une nomenclature fonctionnelle très bien assinée, sans un toilettage budgétaire, c'est très difficile de parler de l'État social ou des finances sociales et c'est très difficile de raisonner en termes de mission. Très bien. Peut-être on arrive... c'est un peu technique, mais... Zakaria Ferranou, mais je pense que... Non, vous avez bien expliqué, hein, même si c'est bien technique, nous avons compris l'essence de votre analyse avec toutes les références, n'est-ce pas, bien sûr scientifiques, mais aussi sur la réalité de ce que on nous propose, en tant que, bien sûr, quand je dis on, c'est le gouvernement. Un commentaire, Zakaria Ferranou, sur les chantiers sociaux, justement. Est-ce que le fait d'accélérer un peu la mise en œuvre du registre social unifié, c'est déjà une base pour cet État social, même si la définition même d'État social n'est pas vraiment, qu'on ne la touche pas vraiment palpable. Merci. Voilà, bon, moi je vais juste rajouter quelques éléments très importants que je pense qu'ils doivent être dits, puisqu'on parle un peu directement au gouvernement, c'est que le gouvernement n'a pas de politique économique. Il n'a pas de posture économique. OK? Très simplement. Maintenant, vous avez qualifié, par exemple... Pourquoi vous dites ça? Voilà, je vais expliquer. Oui. Sarah Rafi l'a qualifié, par exemple, les États-Unis en 2008 de keynésienne. Mais je vais vous dire les deux. Elle était keynésienne et monétariste. Parce qu'à l'époque, ils ont perdu les taux d'intérêt, ils sont devenus monétaristes, surtout en politique monétaire. Ouais. Donc là, lorsqu'on regarde, par exemple, des pays qui sont très développés, et là, on peut faire tout un débat. Pourquoi ils se positionnent comme ça? Mais ils ont une certaine politique qui est applicable. Ça veut dire, on sait que les États-Unis, elle est keynésienne, ou elle est monétariste. On sait que l'Union européenne, ou l'euro, ou la zone euro, elle fait telle politique. On le sait. Au Maroc, ici, je ne sais pas, est-ce qu'on peut qualifier notre gouvernement de quelle posture? Est-ce qu'il est socialiste? Est-ce qu'il est keynésien? Est-ce qu'il est post-keynésien? Est-ce qu'il est néo-keynésien? De quelle posture? On sait libéral? Pas. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il est libéral ou non? Ça, c'est une longue discussion. Aussi. Voilà. Mais bon, libéral, bon, pour les libéraux, parler d'un État social, bon, il faut expliquer. Hein. Il faut expliquer. Parce que pour les libéraux, on n'a pas besoin d'un État social, on a besoin d'un marché qui soit clean. Il va assurer le bien-être de l'ensemble, que ce soit consommateur et producteur. Donc là, je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit, maintenant vous m'avez dit, le gouvernement est libéral, je vous dis, bon, s'il est libéral, il n'a pas besoin d'État social. On n'a pas besoin. Le marché va faire l'affaire. Si on croit un peu à la Nixon ou à la Friedman ou à la Margaret Thatcher, c'est le marché qui va faire l'affaire. Maintenant, nous, on sait que lorsqu'on lit, par exemple, je dirais les propos de ce qu'on a appelé la lettre de cadrage ou la note de cadrage qui est faite par le gouvernement, là, vous n'allez pas trouver un peu la logique économique. Ça veut dire quelle politique économique vous allez suivre. Ce que vous trouvez, ce sont des chantiers. Ce qu'on va faire par rapport au chantier. Nous avons un chantier qui est ouvert, qui est la protection sociale, comme vous l'avez réduit. Bon, vous l'avez dit bien brièvement et je dis de façon courageuse, c'est qu'on réduit l'État social à la protection sociale. Et on réduit ça à des budgets. Oui, je sais que c'est un début, mais le problème... Non, ce que vous dites, c'est que ce n'est que ça. Peut-être que c'était un début, c'est une base à cet État social. Oui, mais ça doit... Voilà, mais ça doit être un État social dans tous les chantiers. Maintenant, si je prends, par exemple, ce qui se passe dans le prix du carburant, ce qui se passe en termes inflationnistes, etc., où est-ce qu'est l'État social? Et donc, dans ce sens-là, bon, je dis, une fois je m'inscris dans une politique claire, il n'y aura pas de problème. Maintenant, je reviens à votre question. Maintenant, par rapport aux projets qui sont là, moi, j'ai dit simplement que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'État marocain a généré en termes de recettes budgétaires, je pense, aux alentours de 56 milliards supplémentaires, en termes de IR, d'IS, etc. Surtout. Et c'est dû uniquement, je dirais à 90%, c'est dû à ce qu'on appelle ce qu'on a fait en 2021. Donc maintenant, l'État aujourd'hui, ou je dirais le gouvernement, il a à peu près 3 à 4 projets phares qu'il doit vraiment faire passer dans cette loi de finances. Il y a la question dont vous avez parlé, le projet social ou de protection sociale. Et là, il y a ce qu'on appelle le registre social unifié. Voilà, donc le RSU, il doit être mis en place. Et on sait très bien que c'est derrière ce RSU, vous avez ce qu'on appelle la politique de ciblage. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de la politique de ciblage. On ne sait pas comment ils vont être... Est-ce qu'on va avoir le même ciblage qui a été effectué pour le RAMED
Nous avons par exemple les pauvres, les vulnérables, et on va considérer que les vulnérables sont les gens qui sont inférieurs à 4 000 ou 5 000 dirhams, donc inférieurs à la moyenne des salaires au Maroc. Et comment ça va être fait, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les moyens pour mettre en place ce RSU et les moyens pour pouvoir mettre un ciblage optimal, ça doit être transcrit dans la loi de finances. Nous avons deuxièmement tout le chantier qui a été ouvert au niveau sanitaire. Nous avons, alors la réforme de la santé, justement. La réforme de la santé, nous allons réformer l'offre sanitaire. Et on sait très bien combien ça coûte l'offre sanitaire. Vous avez les hôpitaux qui vont être remaniés. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, mais il faut... plusieurs CHU qui vont en profiter. Il faut que le budget de l'État suive ces éléments-là. Ça veut dire qu'il faudra mettre en relief ces éléments-là qui ont été transcrits devant Sa Majesté aussi par rapport au peuple. Ça veut dire qu'on est en train de remanier l'offre. Et lorsque je dis remanier l'offre, il ne faut pas oublier aussi la demande, parce que toute la partie demande viendra du RSU, viendra du ciblage, viendra de comment on va identifier ces personnes-là. Il y a tout un débat également sur ce qu'on appelle la caisse de compensation. Et ce débat-là doit être ouvert. Je le dis pleinement, ça doit être ouvert. Ça veut dire, est-ce qu'on va laisser tomber la caisse de compensation? Moi, je n'y crois pas. Il faut la garder pendant un certain moment. Pour la cibler. Voilà. Quand vous dites qu'il faut la garder, il faut la garder dans l'état actuel? La politique de ciblage, on l'a ratée en 2011. Je vais le dire clairement. Au moment où on voulait lancer le RAMED, il fallait commencer à faire la politique de ciblage. Nous avons perdu à peu près 10 ans pour faire ça. Vous savez, le Brésil, lorsqu'il a commencé à faire sa politique de ciblage, il a pris 15 ans pour mettre en place le système d'information. De quoi avons-nous besoin pour faire un ciblage? Nous avons besoin d'un système d'information. Des données, voilà. Voilà, il faut le dire clair. Et qui a ce système d'information? Nous avons 5 organismes qui ont ce système d'information. Il faut les ouvrir pour connaître ceux qui sont pauvres et ceux qui ne sont pas. Et là, c'est ça, si on veut faire du ciblage. Et ça va coûter de l'argent, ça va coûter une volonté politique, ça va coûter plusieurs autres éléments. Et donc, c'est un chantier qui mérite aussi une réflexion. Nous avons aussi dans la protection sociale, nous avons les chantiers sociaux dont a parlé Salah Rafi. Nous avons l'éducation. Dans l'éducation, vous savez qu'il y a aujourd'hui le statut qui est en train d'être négocié entre le ministre de l'Éducation nationale et les partis syndicalistes. Et donc, à ce titre-là, ça va coûter de l'argent. Et je pense, dans la note de cadrage, on a parlé à peu près, je pense, je ne me souviens pas du chiffre, mais on a parlé de quelques milliards de dirhams que ça va coûter cette réforme. Il y a aussi notre ministère, le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, qui est aussi en train de négocier, et ça va coûter aussi de l'argent. Et donc, tous ces chantiers-là, je pense que la loi de finances doit donner une certaine réponse, je dirais, sur le court terme. Et c'est ce qui me dérange, parce que moi, mon point de vue, je pense, je ne sais pas... Est-ce qu'on parle de réforme et court terme, si Zakaria? Je parle de réforme, pourquoi? Parce que le gouvernement aujourd'hui... Parce qu'une réforme, c'est à long terme, moyen à long terme. Regarde, lorsque je parle de réforme, ça veut dire je parle de réforme structurelle. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des projets qui réforment l'économie, mais qui ont été pas mis en œuvre. Je parle, par exemple, nous avons la charte ou je dirais la loi cadre sur les impôts. Depuis 2019, nous avons conclu sur Srerat. Je pense que Al-Arafi connaît ça très très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, les assises de Srerat, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de texte réglementaire qui met en relief ce que nous avons dit. Nous avons la loi cadre qui a été présentée devant Sa Majesté, mais qu'est-ce qu'on attend pour les textes réglementaires? Vous avez aujourd'hui le texte, la charte d'investissement, elle est là. On attend les textes d'application. Ça va prendre... Voilà, c'est ça le problème. C'est que nous avons la nomenclature juridique nécessaire, mais sans application, ça prend du temps. Et donc, lorsque je vous dis, là, la loi de finances va répondre à des choses qui sont conjoncturelles, parce qu'elle va faire la logique budgétaire. Tel ministère a besoin de tel argent, on va lui donner, etc., etc. Mais la vision globale sur les réformes stratégiques pour le pays, je ne pense pas que le gouvernement se met dans cette logique-là. Et donc là, bon, moi, je ne sais pas, c'est Arafi pourra me corriger, moi je me pose une question très simple. Pourquoi nous n'avons pas une loi de finances sur 3 ans plus? C'est une grande question qui se pose toujours, notamment sur la question fiscale. Voilà, pourquoi nous n'avons pas ce modèle-là? Le modèle américain, il est comme ça. Ça veut dire un gouvernement, nous n'avons pas besoin à chaque année de reprendre les débats. Nous avons ça, etc. Pourquoi ne pas avoir 3 ou 5 ans pour une loi de finances sur triennale ou sur 5 années? Comme ça, on pourra avoir un cadrage clair et on pourra même juger. OK? Et encore plus, je rajoute une autre information. Pourquoi nous n'avons pas des scénarios de loi de finances? Aujourd'hui, nous mettons des hypothèses sur le baril du pétrole, sur le gaz, sur la croissance, sur l'inflation, etc. Et on sort une loi de finances. Mais ces hypothèses-là sont sujets de scénarii. Donc, pourquoi nous n'avons pas des lois de finances par scénarii? Et on attend après la crise qu'elle vient. Bon, c'est tout un débat sur la manière avec laquelle on construit notre logique économique dans la loi de finances. Alors, une loi de finances quinquennale, est-ce que c'est envisageable? Déjà, qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi? D'accord. Je pense... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. La question, elle est très pertinente, mais une partie de la question... une partie de la réponse existait déjà dans la loi organique des finances, qui prévoit dans l'article 5
que le gouvernement doit préparer pas un budget, mais une programmation budgétaire triennale, pas sur 5 ans. Seulement, et c'est une occasion pour mettre, je ne sais pas, parce que les professeurs n'étaient pas associés au débat sur la réforme de la loi organique des finances. On n'était jamais associés. Mais il y a des équipes dans le ministère qui je travaillent pense, dessus. Et je vous remercie de nous avoir offert cette occasion pour exprimer notre point de vue. D'accord. D'abord, la programmation triennale qui est aujourd'hui pratiquée d'une manière balbutiante, parce que c'est un exercice auquel les départements dépensés sont en train de se familiariser, à travers ce qu'on appelle les projets de performance annuels. Et ce qu'il est, ce n'est pas l'occasion pour le discuter. Mais il y a un élément important qui manquait dans la loi organique des finances. Comment vous demandez au ministère de préparer leur programmation pluriannuelle ou triennale, alors que le gouvernement n'a pas un cadrage de dépenses à moyen terme? 1. 2. On ne peut pas réussir une programmation budgétaire triennale sans qu'on raisonne en termes de mission, je le redis, et avec beaucoup d'insistance. Si Par exemple, juste un exemple concret. Si on dit par mission, on dit que cette année, on va s'occuper de l'éducation. Okay. Et on met tous les modèles, budget dessus. Tous les modèles budgétaires universels, y compris celui de la France, duquel on a pastiché le nôtre, oui, parce que les experts français qui ont élaboré. On a peut-être recopié tout, sauf l'élément le plus important à mon avis. C'est raisonner en termes de mission. C'est-à-dire, au lieu que le chef de gouvernement vienne dans sa lettre d'orientation et nous dit des mesures et des actions, j'invite les ministères, etc. Non, il va dire que le gouvernement marocain, au titre de l'année 2023, il a 22 missions. Peu importe le nombre des ministères. La mission 17, par exemple, la santé. C'est une politique publique qui doit interférer plusieurs départements. Si, par exemple, on a une mission pour la femme, il y a tout le gouvernement qui est concerné. Il y a ce qu'on appelle les politiques catégorielles. Et donc, moi, je ne comprends pas comment le ministère, le département de la cohérence de la politique publique, des politiques publiques, peut faire son travail, alors que, jusqu'à l'heure actuelle, on raisonne en termes de ministère. Dans les débats de loi de finances, on a des commissions sectorielles au sein du Parlement, et chaque ministre, il vient pour parler de son ministère. On ne veut pas ça. Ça ne ramène à rien. Il faut que le ministre vienne avec la casquette d'un chef de file d'une mission de l'État. Par exemple, nous sommes un pays qui est endetté. Parmi les missions principales de l'État, c'est d'éponger la dette. Une des missions qui doit. On doit avoir des missions et il faut raisonner en termes de missions, pas raisonner en termes de secteur ou de ministère. Ça suppose, moi je comprends, parce que ça suppose un climat très démocratique. Ça suppose déjà une coalition gouvernementale et une synergie entre les départements. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure à professeur Filano. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette synergie entre cette coalition gouvernementale constituée de 3 partis? S'il y en avait, il y aurait une politique. Je pense. Oui. J'ai vu les prémices de la nouvelle, la réforme qui sont en train de... que j'ai lu les projets, ce sont des réformes techniques. Mais ils n'ont pas touché le fond qui dysfonctionne, la mise en œuvre de la loi de finances, pour qu'on donne crédit à certaines formules qui sont prévues, à certaines règles qui sont prévues par la loi organique. Par exemple, la question de la sincérité budgétaire est prévisionnelle, sachant que la sincérité budgétaire est comptable. Alors, sachant que la sincérité, c'est un terme qui est lié à la comptabilité, pas au budget. Au budget, on parle de crédibilité. Et le gouvernement, le pouvoir législatif au Maroc, a choisi le terme sincérité, c'est-à-dire les hypothèses économiques, il faut qu'ils soient sincères. Aujourd'hui, je pense, il est temps, pour qu'on soit plus sincère, que la définition des hypothèses macroéconomiques qui sont la base de l'élaboration ne soit pas l'apanage exclusif du ministère des Finances. Tout à fait. Il faut créer, comme faisait pas mal de pays, Conseil supérieur des finances publiques, pour qu'on n'ait pas cette différenciation entre ce que disait la HCP, ce que disait la Banque du Maroc, ce que disait le ministère des Finances, ce que disaient des bureaux d'études ou des centres de recherche, la Banque mondiale. La Banque. Il faut qu'on ait un Conseil supérieur des finances publiques et celui qui statue sur les hypothèses économiques sur lesquelles la loi de finances doit être élaborée. Indépendant. Indépendant, bien sûr. C'est un collège. Indépendant du primature. C'est un collège.
C'est un collège, un conseil supérieur. Il y a pas mal de pays qui ont créé ceci pour... Mais il ne va servir que pour élaborer les hypothèses de la loi de finances. C'est-à-dire les grandes décisions. Parce qu'aujourd'hui, donnez-moi une hypothèse qui était réaffirmée par la réalité. Aujourd'hui, on parle de déficit budgétaire. Mais ce n'est pas le déficit budgétaire. Allez voir dans la loi organique. Le déficit réalisé n'a rien à voir avec le déficit effectivement réalisé, n'a rien à voir avec le déficit professionnel. La dette, lorsque aujourd'hui les chiffres qui vont être déclarés d'ailleurs, ou même qui sont déclarés au niveau de la lettre d'orientation, ils parlent uniquement de la dette du Trésor, pas de la dette publique. Mon cher ami Seferano, il a dit un pourcentage qui peut aller jusqu'à 90%, on intègre les garanties de l'État, ce qu'on appelle les engagements hors bilan de l'État, et qu'on leur ajoute à la dette du Trésor, on peut aller au-delà. Et je pense que la Cour des comptes a déjà dit un mot là-dessus. Moi, je pense... Est-ce que ça garantirait la durabilité des réformes si on commençait à réfléchir budget et non Moi, je dis comptable. les réformes, c'est un processus progressif. Oui, mais il y a des mais je dis, aussi, mais je dis, il y a des choses sur lesquelles il faut statuer là-dessus. Il y a des choses qu'on peut les réaliser progressivement. Parmi les choses sur lesquelles on devrait statuer, c'est qu'il ne faut pas que les finances publiques soient l'apanage exclusif des experts du ministère des Finances. Ça, on a compris, vous l'avez dit. Il faut que les finances publiques sont beaucoup plus importantes pour qu'elles soient comprises uniquement par le circuit des initiés. Il faut expliquer aux gens comment on utilise l'argent public. Le budget citoyen, c'est une bonne initiative, mais il faut continuer. Maintenant, si vous demandez à un citoyen, le débat sur la loi de finances, c'est un débat élitiste. On essaie quand même de faire beaucoup de pédagogie dans cette émission, ainsi que d'autres sur Média TV. Vous voyez uniquement les journaux parce qu'ils ont intérêt avec CGM et de défendre l'IS, etc. Mais il y a des enjeux importants, c'est l'argent public. Ceci est particulièrement vrai pour un État comme le nôtre, dont le budget est financé à concurrence de 86% par l'argent du contribuable. Tout à fait. Ce contribuable, il doit comprendre comment on gère son argent. Et on doit lui expliquer d'une manière très pédagogique. Ce qu'on comprend bien, c'est les recettes. On les explique très bien. Voici les recettes que l'État a engrangées sur un tel ou tel exercice, et on sait que tel ou tel impôt a apporté tel ou tel montant au budget de l'État. Mais on ne sait pas comment ce budget est après. Bon, à part quand on parle de budget de chaque département ministériel, mais on ne connaît pas les dépenses, comment elles sont gérées. Vous savez que dans les pays à tradition démocratique, même qui ont des ressources rentières, des ressources qui ne sont pas forcément fiscales, mais on commence les campagnes électorales par l'impôt et on finit par l'impôt. L'essence de la démocratie, même dans l'Angleterre, c'était le consentement à l'impôt. Le terme budget lui-même, c'était quoi? C'était la bougette de ministre des Finances qui accompagne le Prime Ministre au Parlement. Donc, le budget, il faut finir à le considérer comme un document comptable, comme quelque chose de technique, comme la poudre de Pérel-Pimpin, qu'on essaye de jeter aux yeux des autres pour qu'on leur dise « vous êtes plus petit pour comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est très compliqué. Et nous, la technostructure qui comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense l'État a un devoir d'encadrement de la population. Les partis politiques, ils ont un pouvoir d'encadrement. Alors, est-ce que justement les partis politiques ont encore un pouvoir d'encadrement ou ne serait-ce qu'un pouvoir tout court compte tenu de cette large majorité au Parlement? Comment justement comment on peut envisager un débat autour du projet de loi de finances quand il sera déposé à cette date butoir qui est le 20 octobre prochain? Très bien. Bon, je voudrais juste rajouter un mot très important, c'est Arafat, par rapport aux hypothèses et aussi ce qu'on fait dans la loi de finances. Moi, je crois une chose très importante qu'il devra aussi inscrire, c'est qu'une prévision n'a de sens qu'avec un backtesting. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ça. On arrive à faire un backtesting par rapport aux prévisions. On nous dit que c'est qu'un backtesting pour les gens qui ne connaissent pas le concept. Oui, je vais m'expliquer. C'est qu'on fait des prévisions, on met des hypothèses. Mais maintenant, est-ce que ça se réalise ou non? Parce que tout l'appareil gouvernemental, ou même les organismes, je parle aussi des autres organismes, ministres de Finances, tous ceux qui font de la prévision,
Parce que nous avons 3 ou 4 qui font de la prévision. Nous avons le HCP, Banque nous avons Banque Maghreb. Maghreb, nous avons le ministre de Finances et nous avons cette loi de finances qui fait de la prévision. Maintenant, pour que la prévision soit fiable, il faut qu'on fasse ce que j'ai appelé moi le backtesting en anglais. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit est-ce que vraiment ces prévisions étaient correctes ou non. Sinon, vous êtes en train de nous vendre un peu du bluff, entre guillemets. Non, mais c'est ce qui Voilà. Si c'était le cas, on l'a Si vécu pour le on projet doit de loi le de faire. finances 2022. Écoutez, Après, s'il vous ils plaît, ont- moi j'ai fait oui. cet exercice de backtesting. Pour tous ceux qui font de la prévision. Je comprends. Il n'y a, Mais il y en a- qu'est-ce que il y a vous- aucun non, organisme. Séphira, Oui, oui, laisse-moi, Tfadli. s'il vous Oui, plaît. allez-y. On est tombé dedans, en plein dedans, pour la loi de finances 2022. Mhm. Tout était à côté de... Très bien. Tout était à côté. Il n'y donc, avait c'est quoi aucun la chiffre réponse qui C'est quoi rentrait. la réponse Donc justement, si on appliquait ce backtesting, Oui. qu'est-ce que ça changerait pour le prochain budget? Ça veut dire qu'on doit se poser des questions sur les technostructures qui travaillent. C'est ça. Les technostructures qui préparent ces prévisions, qui sont en train d'utiliser des modèles qui émanent, je vais le dire, qui émanent du FMI, des spreadsheets qui sont utilisés dans ce sens-là et qui font des prévisions. Il faudra nous avons, comme l'a dit Saarafi, moi je vais le dire un peu plus directement, nous avons au Maroc des experts qui peuvent vous dire ce modèle marche, ce modèle ne marche pas. Ce modèle, on peut l'utiliser, ce modèle, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, comment le citoyen doit savoir comment ils font pour faire une hypothèse sur le PIB? Ils font tourner des modèles. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un consentement sur ces modèles? Ces modèles émanent d'organismes internationaux qui sont utilisés ici, on le sait, et qu'ils peuvent se tromper. Et maintenant, ce que j'ai dit ou ce qu'a dit Saarafi, Mais c'est une... si Voilà. les chercheurs marocains s'y mettaient, ils ne vont pas se tromper, selon C'est vous. pas ça. Ah. Le plus important, c'est qu'on aura une connaissance de comment c'est fait. Ça, c'est plus important. C'est plus important. OK, maintenant, si vous me dites aujourd'hui, je vais avoir une inflation en 2023 de 2,3%, je vais générer une croissance de 3%, il faudra me convaincre de ça. On regarde ce qui se passe, on regarde maintenant comment le problème russe avec l'Ukraine est en train de devenir exponentiel, et vous me dites, on va avoir un prix du baril en 2023 qui sera aux alentours de 90. Bon, il faut y croire. Si la Chine reste je dirais, en hibernation. Bon, vous voulez intervenir, ça Juste Voilà. pour qu'on revienne à notre sujet sur Oui. le PLF, donc, bon, ce que vous dites, et pour qu'on résume et qu'on passe à autre chose, parce qu'il faut qu'on parle aussi d'autres réformes. Vous avez parlé de la réforme de l'enseignement, la réforme de la retraite, la réforme des retraites, qui a été annoncée par la ministre justement de l'économie et des finances, avec la commission qui comporte les syndicats représentatifs, les associations professionnelles ainsi que le représentant des principales centrales de retraite. Très bien. Est-ce que ça va... On va relever l'âge de la retraite à 65 ans. Je ne veux pas rentrer dans les choses techniques. C'est pas technique, mais ça concerne les Marocains. Je vais parler de façon stratégique. Premièrement, la réforme de la retraite, elle cache derrière elle plusieurs autres politiques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on parle à la CNSS, on trouve que la population active aux alentours de 11 millions à peu près. Ceux qui sont déclarés, c'est 3,5. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est la loi de finances qui va répondre à ça? Est-ce que c'est la loi cadre sur les impôts qui va répondre? Est-ce que c'est la charte d'investissement qui va répondre à ce problème? Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et vous avez été surpris, je vous dis, il n'y a pas de politique économique. Maintenant, le problème de la CNSS, on peut le résoudre. Où est-ce qu'ils sont, les 8 millions? On doit les chercher. Maintenant, quelle politique qui va prendre en charge ça? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons la CMR qui est en problème aujourd'hui. Nous avons 900 000 fonctionnaires. Je pense, c'est ça la statistique, c'est 900 000 fonctionnaires. Maintenant, sur les 900 000, où est-ce qu'il est le recrutement? Aujourd'hui, si on veut résoudre le problème de la CMR, il faut recruter, c'est clair. Oui, on a donné un petit buffer, si je peux dire ça en anglais, un buffer avec les 100 000, je dirais, les enseignants contractuels qui appartiennent aux académies maintenant et qui vont rentrer dans un nouveau statut. On a ronflé par un 100 000. Mais maintenant, ça, est-ce que c'est un problème des caisses de retraite? C'est un problème d'autres politiques qui sont structurelles. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, maintenant, si on veut vraiment corriger, c'est ce que je rejoins totalement Saarafi, si on veut vraiment corriger, il faut que ça soit par des missions. À quoi on veut arriver? Sortir du problème des chiffres. Les chiffres, on connaît pas mal. Les prévisions, les modèles, on peut discuter jusqu'à demain sur les plans techniques. Mais maintenant, pour réformer ces grands problèmes que court l'économie marocaine, retraite, investissement, impôts, etc., là, il faut vraiment rentrer dans les politiques structurelles et faire le vrai débat. Alors justement, le vrai débat, et il y a une question qui se pose, c'est que pour chaque ministre qui est à la tête d'un département, il a un mandat. Oui. Donc on ne peut pas venir et dire telle mission, on va mettre j'ai répondu mission, à ça mission, tout à l'heure. mission. Je vous ai dit, il faut faire une loi de finances sur 3 à 5 ans. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Et glissante aussi. Voilà, et glissante. Et ça doit être pas uniquement lié à un seul gouvernement, ça doit s'inscrire dans les politiques de l'État. Vous savez quel est le problème?
Nous, les professeurs, on le sait, que nous sommes toujours incriminés d'être des généralistes et nous sommes dans la tour d'ivoire de la théorie. La théorie, absolument. Ils nous incriminent de ceci. Je pense qu'on devrait contrebalancer et échanger les rôles. Moi, je vois que le gouvernement qui est généraliste. Les deux gouvernements, les deux ministères des Finances, qui sont... M. Ben Chaboun, avant, il nous a créé un concept qu'on n'essaie pas de l'expliciter jusqu'à l'heure actuelle, le financement innovant. Il a titré ça pour son dernier projet de et il faut trouver des financements sans dire qu'est-ce que ça veut dire financement innovant. Aujourd'hui, nous sommes devant un autre concept qui est l'État social, comme je vous ai dit, c'est une équation mathématique sans démonstration. On ne sait pas sur quoi elle est basée. Peut-être il y a des papiers de travail derrière cette lettre. On aimerait bien de créer un débat. Est-ce que c'est par manque de transparence ou c'est vraiment le cas? Je ne sais pas, c'est par inadvertance ou incompréhension ou je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de vous répondre à cette question parce que nous, on raisonne de ce qu'on arrive à lire et avec l'info. On sait qu'il y a une asymétrie informationnelle. Donc, c'est un phénomène. Nous analysons à travers les documents qui sont. Alors, ce qu'on veut dire, pour ne pas compliquer davantage les choses pour nos téléspectateurs, parce que nous avons une mission quand même pédagogique, de leur simplifier le complexe et d'éclairer le grand public sur ce qui se passe en termes de finances. Ils ne sont pas là pour donner des critiques à tort et à travers pour les gouvernements. Ce sont des choses que nous avons toujours défendues, ça fait une dizaine d'années, quel que soit le gouvernement, parce qu'il y a des normes. Notre rôle en tant que des enseignants, des professeurs, ou des experts, c'est de dire voilà la norme pour gérer les choses. Tout à fait. Et c'est à vous de voir est-ce que cette norme, est-ce que ce que vous faites, il est conforme à cette norme. En termes de sincérité, moi je convie le gouvernement à conformer ce qu'il établit en tant que prévision budgétaire et la manière de structurer le budget dans le tableau de financement avec les normes de transparence des finances publiques. Ils peuvent découvrir pas mal de choses qui ne sont pas conformes. Je donne un exemple. S'il vous plaît. Par exemple, le fait qu'on voit dans le projet de loi de finances des 2 années précédentes que toujours le gouvernement, il inscrit les produits de privatisation comme une recette courante. Oui. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui crève les yeux. Oui. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, vous forcez tout le calcul du déficit budgétaire parce que vous êtes en train d'établir une prévision sur un mauvais calcul. Donc, au niveau des principes même budgétaires, on essaie d'enseigner aux étudiants des principes qui remontent à Napoléon, l'annualité, etc., etc. Aujourd'hui, il y a de nouveaux principes qui sont réclamés par la population. Donnez-moi un budget transparent. Quand je dis transparent, donnez-moi un budget lisible que je peux comprendre. Donnez-moi un budget qui est exhaustif, parce que c'est sûr que vous ne mentez pas, mais peut-être vous ne dites pas toute la vérité. Est-ce que ce n'est pas discuté au sein du Parlement? Ça aussi, c'est un... Vous savez que la réforme de la loi organique, le deuxième pilier de la réforme de la loi organique, c'était quoi? C'est le renforcement des capacités du Parlement. Il y a des avancées qu'on ne peut pas nier. C'est par exemple la création de la 9e commission au niveau du Parlement, contrôle des finances publiques, la commission de contrôle des finances publiques. Et ça, par rapport à l'idée de la pluriannualité, où la pluriannualité, il peut avoir un sens. C'est lorsque on articule le règlement du budget de l'année N+1, le règlement du budget de l'année N-1 avec le projet de budget N+1. Oui. C'est-à-dire, donnez-moi d'abord, il faut que le gouvernement rende compte sur les réalisations qu'il avait effectuées, et il faut que le Parlement ait une connaissance suffisante sur ce qu'avait fait le gouvernement avec l'argent qu'il avait autorisé, et maintenant, allez, on discute ce que vous voulez par la suite. Donc, l'absence de cette synergie entre le règlement de budget et le budget prévisionnel, c'est-à-dire de N+1, ça, c'est un maillon qui faisait cruellement défaut. Et surtout, moi, je me demande, au sein du Parlement, est-ce qu'il y a des concertations ou est-ce qu'il y a des liens fonctionnels entre la commission chargée du budget et la commission chargée de contrôle des finances publiques au sein du Parlement. Le Parlement aussi, il est en train de souffrir de l'asymétrie informationnelle. Comment le Parlement pourrait jouer son rôle et influencer le sort de la loi de finances? Parce que c'est ça son rôle. Il ne faut pas qu'il soit réduit à une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire,
il est en train de valider ce qu'avait prévu. Oui, mais la majorité gouvernementale, même si, il y a déjà cette majorité écrasante au Parlement. Ça se passe, allez voir comment on discute les lois de finances dans les pays à tradition démocratique. Et comment, et vraiment, moi je convie mes étudiants à surfer dans les sites des parlements européens, américains, pour qu'ils voient la qualité des rapports. Je ne suis pas en train de minimiser le rôle du parlementaire ou du gouvernement, mais je pense qu'il y a un changement d'approche, d'une manière nécessairement synthétique. Notre budget, qui est un petit budget, je pense, équivaut à une facture dans la mairie de Paris. Ce n'est pas un grand budget. Et donc, si vous enlevez la dette qui est budgétivore et qui consomme 30%, donc on a 30%, il va dans le service de la dette et l'amortissement, vous avez 30%, il va dans la dépense de personnel, le reste c'est dans le MDD, ce qu'on appelle matériel et dépenses divers, les frais de fonctionnement généraux de l'administration, et il vous reste 17% pour l'investissement. Et la question qui se pose, comment ce Parlement pourrait influencer la loi de finances? Vous me donnez aujourd'hui, avec le changement de la notion de la charge publique, au niveau de... Comment le Parlement arrive à proposer des amendements au niveau de la répartition des dépenses au sein de nomenclature budgétaire, tout en gardant l'équilibre budgétaire et créer une fongibilité à l'intérieur. Je dis des choses techniques, mais ceux qui savent ce qui se passe dedans, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, l'équilibre institutionnel est extrêmement important pour la transparence. Oui. Quand je dis l'équilibre institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille... Vous savez que le titre de nouveau modèle de développement, c'était quoi? L'État fort, un État fort, société fort. Est-ce qu'on peut imaginer un État fort avec un Parlement faible? Très bien. Parfait. Un dernier mot, Zakaria Firanou. Un dernier mot, ça va rejoindre ce qu'a dit Rafi, c'est qu'il faut renforcer le rôle du Parlement, mais je crois que le rôle du Parlement doit être renforcé de façon différente. C'est qu'il faut que les parlementaires soient assistés par les experts. Et là, je rejoins le modèle américain. Lorsque vous prenez un sénateur américain... On ne fait pas de la publicité. Non, je regarde le modèle. Le modèle. On ne va pas demander à le parlementaire représente le peuple. Il est là parce qu'il représente le peuple avec toutes ses classes. Il faut comprendre. Et donc, on ne va pas demander à un parlementaire que de comprendre toute la loi de finances, avec tous les rapports annexes qui sont avec. Il ne faut pas oublier, c'est beaucoup de papier. Et donc là, pour qu'il soit vraiment efficace dans son activité, pour qu'il puisse rentrer dans les changements qui gardent l'équilibre et qui permettent une croissance, une politique économique stable, il faut qu'il soit assisté. Il faut qu'on change le dogmatisme et le stéréotype qu'on a d'un parlementaire. Il faut que ça soit un parlementaire doit être lui-même une institution pour qu'il puisse donner son avis. C'est mon dernier mot. Et un avis qui soit quand même factuel et qui soit basé sur des... Oui, que de la théorie. Il doit être épaulé par des experts. Il faudra trouver le mariage entre un parlementaire et son avis. Et je pense que la trame causale entre les deux, c'est qu'il soit épaulé par des experts. Il n'y a pas au sein des partis politiques, justement, des experts. Par exemple, le Stirlal a son alliance des économistes istirlaliens, par exemple. Mais un dernier mot, il nous reste un peu moins d'une minute. Je parle d'experts qui ne sont pas politisés, entre guillemets. C'est très rare, hein. Non, oui, voilà. Vous le savez mieux que moi, vous êtes professeur universitaire. C'est la perle rare de trouver un expert qui ne soit pas politisé. Oui, si vous le dites. Si vous le dites. Oui, professeur Rafi, en 2 mots. Il ne faut pas faire comprendre qu'on a besoin d'un parlementaire qui doit être expert. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cette démarche. L'homme politique, il doit faire de la politique. Il doit avoir une vision. Comme on dit, you have vision, if you have a vision, you have a direction. Donc, l'arrière-plan, il faut qu'on prépare le travail pour ce parlementaire, comme l'avait dit. Il est victime de ce qu'on appelle, je suis désolé pour ce terme philosophique, de la parcimonie. Oui. Lorsque vous donnez, pour que vous donnez des centaines de pages, 14 rapports pour l'hémorragie budgétaire, etc., vous donnez un parlementaire en 22 jours pour la commission, 15 jours pour la deuxième commission, et lui dire allez influencer la loi de finances. Bon, c'est... Merci beaucoup. Merci, professeur Rafi Hassan Rafi. Merci, Zakaria Firanou. Vraiment, c'était très dynamique. On n'a pas parlé de toutes les questions que j'ai évoquées dans mon introduction, mais c'était fort intéressant de vous écouter, messieurs, comme d'habitude. Merci. Merci à tous pour votre fidélité à l'émission Questions d'actu et bien sûr à notre chaîne Média TV. Très bonne soirée à tous.